Bonjour Médicieux co-créateur, deuxième partie d'interview avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Nous sommes à Toulouse, à la clinique Saint-Exupéry Saint-Jean, n'est-ce pas? Vous êtes réanimateur anesthésiste? Oui, réanimateur anesthésiste. Donc on est ici à la clinique Saint-Exupéry. Voilà. Et alors tu as écrit plusieurs livres. La dernière fois, je t'avais interviewé sur les 7 raisons de croire en l'au-delà. On a parlé un petit peu plus des 3 raisons de... Le deuxième, de vaincre... Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Et celui-ci, c'est les 4 regards sur la mort. Enfin, c'est surtout, on va parler de soins palliatifs, de suicide assisté, d'euthanasie, etc. Des sujets qui sont clairement tabous. Et il y a de nombreux tabous autour de ça. Pourquoi tu as décidé d'écrire un tel livre? Parce que j'avais envie de secouer le cocotier. Non, je... Comme ça. Hein. Je trouve qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou, parce que ce sont des sujets qui sont tellement importants, la prise en charge de la mort, qu'il faut vraiment en parler, quoi. Et tout le monde se cache pour parler de ces sujets, on n'ose pas trop dire ce qu'on en pense, voilà. Et ce livre a le mérite d'être écrit par 2 personnes qui ne sont pas d'accord du tout sur ces thèmes-là. Les soins palliatifs, le suicide assisté, l'euthanasie, les expériences de mort provisoire. Enfin, si, on est d'accord sur les expériences de mort provisoire et les soins palliatifs, mais on n'est pas d'accord sur le suicide assisté et l'euthanasie. Qu'est-ce que tu entends par suicide assisté? Alors, le suicide assisté, ça consiste donc à, pour le patient qui veut partir de l'autre côté, à prendre lui-même une décoction qui va l'envoyer dans l'autre monde, sous contrôle médical. Donc là, il n'y a qu'en Suisse où on peut faire ça. Il y a aussi l'État de Washington ou l'Oregon, c'est tout. L'euthanasie active, c'est la Belgique, c'est le Luxembourg, les Pays-Bas, maintenant le Canada. C'est le médecin qui lui-même va injecter un produit pour faire partir le patient de l'autre côté. Voilà. Pour n'importe quelle raison? C'est le choix de la personne? Ça peut être à n'importe quel moment de la vie? Alors il faut que ce soit donc une situation qui soit douloureuse, où la mort soit de façon sûre, arrivant à brève échéance. Voilà, il faut qu'il y ait tous ces éléments, que la décision soit réitérée. Enfin, il y a tout un tas de critères quand même, de garde-fous, je dirais. Mais moi, je suis pas favorable ni au suicide assisté ni à l'euthanasie active. Et Annie Babu, qui a coécrit ce livre avec moi, elle, c'est là où c'est intéressant, est favorable au suicide assisté et à l'euthanasie active, puisqu'elle est membre de l'ADMD, Association du droit de mourir dans la dignité, qui défend donc ces options-là. Alors ce livre a été... Ses principales raisons pour elle, qu'est-ce que son argumentation? C'est quoi? Alors elle voit un parallèle entre l'IVG et l'interruption de grossesse et l'interruption de vie. Elle voit ça de façon parallèle parce qu'elle dit j'étais militante pour l'IVG, donc c'est normal que je sois militante aussi pour le droit de mourir dans la dignité. C'est soi-même sa propre personne qui est capable d'analyser le mieux la situation, voilà. Et elle dit je veux qu'il y ait aussi cette liberté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre a été bâti sur un questionnaire sur ces sujets-là, qui ont été envoyés à plusieurs milliers de personnes. Donc nous avons eu à décortiquer 2800 personnes qui ont répondu. En France aussi, et puis en Guadeloupe, parce qu'elle habite en Guadeloupe, elle l'a fait un peu partout? Oui, ça a été fait donc un petit peu partout dans les dom-toms, au Canada, il y a eu un petit peu dans le monde entier, il y a eu des réponses de ce questionnaire-là, puisque ça a été envoyé un petit peu partout, donc c'est intéressant. Il y a des je dirais des résultats qui sont interpellants. Par exemple, il y a une majorité de personnes qui sont favorables à l'euthanasie active. Et dans ce panel-là, il y a 25% de personnes qui sont d'accord pour qu'on euthanasie les autres, mais pas eux. Donc ça montre que les gens ont peur de la projection de la mort de l'autre. C'est ça qui crée le malaise. C'est la mort de l'autre qui est tabou et qui fait peur. Voilà, je crois que c'est ça. C'est cette incompréhension aussi probablement sur qu'est-ce qu'est la mort, qu'est-ce qu'il y a après, quel est ce passage, hein. Oui, je crois que c'est ça. Et puis les gens ont terriblement peur, d'être confrontés à ces moments-là. Ils ont tellement peur de la mort qu'ils veulent que ces moments-là soient le plus bref possible. On cache la mort, on cache nos cimetières, les funérariums sont à l'extérieur des villes, on cache quelqu'un qui va mourir, on le met en réanimation, on le met sous respirateur et on attend que le cœur s'arrête parce qu'on ne sait plus mourir à la maison, parce qu'il y a tout ça. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut
humaniser la mort, je suis pour les soins palliatifs, mais je suis contre cette dérive d'euthanasie active qui est en train de se mettre en place. Par exemple, on voit ce qui se passe en Belgique. En Belgique, la loi a été votée en 2002. Il y avait une petite centaine au début de Belges qui se sont fait euthanasier. Et les derniers chiffres qui arrivent pour l'année dernière, 3 Belges se font euthanasier tous les jours quand même. À l'heure où on parle, les 3 Belges qui se font euthanasier tous les jours. En 2014, une loi a été votée pour euthanasier des mineurs. Et là, ils sont en train de pondre une loi en Belgique, toujours pareil, où ce sera le médecin lui-même, sans l'accord de la famille, qui pourra euthanasier les gens. Qu'en penses de ça ? Je pense que c'est dangereux parce que donner un chèque en blanc à une équipe médicale, c'est totalement fou, quoi. Hein. Surtout quand on sait qu'on a des problèmes actuellement de place en réanimation, qu'on a des problèmes économiques. À quel degré on va dire cette personne, il faut qu'elle parte, quoi. Je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens. Que ces lois qui favorisent l'euthanasie de façon d'une permissivité extravagante, hein, là, ce qui va se passer en Belgique si ça arrive, c'est-à-dire que ce sera les médecins qui vont décider. Eh ben ça, c'est pas un progrès. C'est pas un progrès pour l'humanité. C'est un peu ce médecin aussi qui devient un peu Dieu, là. Il y a certains médecins, docteurs, je suis désolée de dire ça comme ça, mais qui se prennent un peu pour le sauveur éternel. Et des fois, il y a un peu une confusion, des fois des égos et des situations. Ça reste une personne humaine aussi. Et ça peut compliquer sérieusement les choses dans le diagnostic ou le choix. C'est absolument. C'est quelque chose qui est tout à fait préjudiciable pour le patient parce que on va être face à une situation où quelqu'un tout seul va pouvoir décider presque. Peut-être ça va être consensuel, certes, mais quand même quelqu'un va pouvoir impulser le mouvement, quoi, et va pouvoir décider de la vie et de la mort d'un de ses contemporains. Alors après, je sais que la DMD dit c'est une liberté, les directives anticipées, on dit ce qu'on veut et c'est valable pendant 3 ans. Mais je crois que ces directives anticipées, c'est une mauvaise chose parce que au moment où tout va bien, on a un seuil de tolérance très bas. Si on demande par exemple à un enfant qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais paralysé des 2 jambes, eh bien, il va dire moi je préfère mourir, alors que c'est faux. Il suffit de se balader dans les centres où il y a ces rééducations de polytraumatisés pour voir qu'ils se battent au contraire et que la vie a un prix qui est inestimable au moment où on va très bien, quoi. Donc ces directives anticipées, je suis désolé, mais tout le monde en parle maintenant. Moi je trouve que c'est une vaste fumisterie parce que personne n'est foutu de dire en situation ce que l'on va ressentir, ce qu'on va vouloir. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas le savoir. Quand je parle d'Oriane, cette possie relationnelle qui voulait vivre alors qu'elle était paralysée, qu'elle ne pouvait pas bouger autre chose que son regard et que ses yeux, alors que tout le monde trouvait sa vie tellement pitoyable qu'on se posait la question de l'envoyer dans l'autre monde, eh ben non, elle voulait vivre, elle a pu le communiquer, ça. Donc voilà, il faut se poser quand même des questions sur ça. Et dans notre société, on en est bien là, en général, de toute façon. Il y a 2 types de choix dans la vie, quand même. Il y a des choix qui sont basés dans l'amour et d'autres dans la peur. Et là, quand on a cette panique, cette peur de la mort, cette peur de souffrir, ça peut engendrer des décisions qui sont pas au top pour notre propre évolution, pour l'évolution même de l'humanité, de l'espèce humaine. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire que la douleur, on a quand même des moyens en médecine maintenant pour la calmer. On peut même aller jusqu'à l'endormissement et l'anesthésie générale lorsque la douleur devient intolérable. Donc après, c'est un choix du patient. Il y a des patients qui ne veulent pas être calmés en fin de vie, par exemple, qui ne veulent pas de morphine parce qu'ils veulent garder leur lucidité jusqu'au bout. Ils préfèrent avoir cette balance, quoi, entre la douleur et la lucidité. Certains préfèrent la lucidité et être lucide jusqu'au bout. Donc c'est à eux d'évaluer la situation. C'est pas une tierce personne qui va se substituer à leur décision, quoi. Voilà. Et ce passage de la mort est intéressant aussi, cet accompagnement. Ça aussi, c'est un sacré passage. On a l'impression des fois que les gens meurent de la même façon qu'ils ont vécu. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, que tu as vu, que tu as pu témoigner, même avec de la famille, hein ? Oui, les gens sont tout à fait surprenants et ils modifient leur comportement. Quelquefois, on n'est pas capable d'anticiper, même en les connaissant un tout petit peu, comment va se passer le passage. Quelqu'un qui peut paraître
pleutre, peureux, va au contraire montrer un courage extraordinaire. Je me souviens de ce patient qui me disait « Ah docteur, là je vais mourir, je le sais ». Il souffrait pas trop, il avait une insuffisance cardiaque terminale, on ne pouvait pas le greffer, c'était la fin de sa vie manifestement. Et il me dit la chose suivante, il me dit « Toute ma vie, j'ai eu la trouille de mourir, toute ma vie. Je ne croyais pas en Dieu. Et maintenant que je vais mourir, je le sais, il me tarde de me retrouver devant lui. » Donc ça voulait dire qu'il avait changé, tout à fait d'avis sur la spiritualité, sur l'existence de Dieu. Au moment où il allait mourir, il avait retrouvé la foi et la spiritualité. Il y a une certaine euphorie qui arrive au moment de la mort, ça c'est assez constant, on peut le voir assez souvent. Les gens sont plutôt sereins au moment de la mort, ils sont pas dans la panique comme ils auraient pu même eux-mêmes le croire, quoi. Voilà. J'ai pu voir des personnes de ma famille qui étaient vraiment en panique totale. Hein. Et il y avait des choses qui étaient retenues, qui n'étaient pas dites. Et il y avait cette peur de lâcher prise. C'est intéressant d'accompagner quelqu'un de sa famille lors de ce passage-là et de dire tout va bien aller, rejoins. Ouais. D'ailleurs, c'est un type de métier, ça. Hein. J'ai pu faire quelques interviews avec Marie-Lise Labonté ou Patrick... je sais plus, sur Passeur d'âme, etc. Mais on en est un peu là. Hein. Oui, on en est là, mais moi, dans mon expérience personnelle, j'ai plutôt vu des gens sereins que des gens paniqués. Ouais. Dans la globalité des réactions, c'est ça. Ça existe, des gens paniqués. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément des gens qui sont athées ou quoi que ce soit. Hein. Quelquefois, il y a des gens, on voit sur leur fiche catholique, pratiquants, etc. Ils sont paniqués. Donc... Ils n'ont pas été sincères dans leur foi, peut-être. Eh bien, il y a encore plein de choses à découvrir, c'est sûr. Donc, on peut croire à l'extraordinaire, alors, hein, à ces récits. Oui. Heureusement, il faut croire à l'extraordinaire, il faut croire à notre destin et il faut croire aussi que l'humanité va aller vers le bon chemin. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Lilou. Je vais te laisser travailler. Allez hop, mes délicieux co-créateurs, on vous embrasse très très fort de Toulouse. À très vite, à très bientôt. Plein de belles choses à vous. Les 4 regards sur la mort, à lire tout de suite. Gros bisous. Au revoir.